Alors, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'espère que c'est bien le cas. Euh, Bonjour, oui, c'est bon. d'accord. Bonjour. 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 Très Mhm. bien. Bonjour. Donc, merci donc de penser à couper votre micro si vous n'intervenez pas pour éviter qu'on entende les bruits de fond. Euh, alors, j'espère que cet horaire qui a été modifié par rapport à l'heure habituelle ne vous a pas posé de problème. Pour moi, c'était la seule solution pour aujourd'hui. À moins que vous ayez des difficultés particulières, je vais maintenir cet horaire qui reste compatible avec le séminaire de Franck Neveu qui a lieu à partir de 15 heures pour celles et ceux d'entre vous qui le suivent. Et puis, il n'y a pas normalement d'autres cours du master le lundi à cet horaire. Alors, je sais bien que certaines étudiantes ou certains étudiants ont d'autres cours, éventuellement dans d'autres UFR, qui peuvent éventuellement être incompatibles, mais je vais essayer de faire au mieux pour que tout le monde puisse suivre le cours. Alors, je vais donc... Voilà, je vais en même temps que je fais ce cours l'enregistrer pour pouvoir je vous l'avais dit, hein, pour le mettre en ligne pour toutes celles et ceux qui n'auraient pas et qui ne seraient pas disponibles aujourd'hui dans ce créneau horaire. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je ne vais pas revenir, oui, sur l'hommage à Samuel Paty. J'en ai déjà parlé lors du dernier cours, juste avant les vacances, dans ce cours, donc je ne vais pas revenir sur ce point aujourd'hui. Nous étions, la dernière fois, nous avions commencé à travailler sur le concept linguistique d'iconicité, et c'est ce que nous allons continuer à faire aujourd'hui, en approfondissant notamment la question de l'arbitraire, parce que, comme je l'avais annoncé, le problème principal, le problème principal, disons que l'un des problèmes qui se présente lorsque on s'interroge sur la question de l'iconicité, c'est le conflit éventuel entre arbitraire et iconicité. C'est-à-dire que, comme je l'avais rappelé, et comme l'indiquent ces deux citations-là de Hyman et de Traban, euh, le, le- les choses sont souvent présentées de telle façon que les spécialistes de l'iconicité présentent l'arbitraire comme un dogme qu'il faudrait dépasser, voire comme une erreur conceptuelle. C'est une idée que je voudrais travailler un petit peu pour essayer de vous montrer qu'il n'y a pas d'opposition radicale entre iconicité et arbitraire, que donc cette opposition est un malentendu tout à fait compréhensible, hein, puisque en apparence, ces deux thèses disent l'inverse l'une de l'autre, hein. L'arbitraire formule l'idée qu'il n'y a aucun rapport entre signifiant et signifié, tandis que l'iconicité, si on veut la formuler, disons dans l'une de ses formulations tout au moins, indique est la thèse selon laquelle il y a un rapport entre forme et contenu, ou entre signifiant et signifié. Donc on a bien en apparence une opposition. Mais il est assez facile de montrer que, au fond, on a quand même une complémentarité. Donc, autrement dit, qu'on a besoin de l'arbitraire, c'est indispensable, euh, puisque tout ne peut pas être iconique ou motivé dans les langues, hein. Mais cette présence de l'arbitraire, euh, il y a différentes façons de l'envisager. Et la présence de l'iconicité également. Donc, grosso modo, l'idée, c'est l'alternative, disons, ce sera est-ce qu'on considère l'arbitraire comme le, le, le- la thèse fondamentale
et l'iconicité comme des sortes d'exceptions, des particularités des langues, un peu marginales, hein, comme souvent on présente notamment les onomatopées. Ou bien, à l'inverse, est-ce qu'on considère que l'arbitraire est une réalité nécessaire, mais qui n'a aucun intérêt dans l'analyse linguistique, enfin très peu d'intérêt dans l'analyse linguistique, et que si on veut s'intéresser au rapport entre signifiant et signifié, c'est évidemment l'iconicité qui est fondamentale. Donc vous voyez que la question n'est pas de dire tout est arbitraire ou tout est iconique, hein, mais plutôt quel est le principe dominant par rapport à l'autre. Alors, je m'étais arrêté sur ce point la dernière fois, ce point sur la question donc du système et de l'ambiguïté de la notion de système chez Saussure, avec donc une ambiguïté reposant sur l'idée qu'on peut concevoir le système soit comme un système de pure valeur, soit comme un système au sens d'une systématicité. Alors, c'est cela que je vais commencer par approfondir un peu aujourd'hui, parce que je me suis rendu compte, quand j'avais présenté ce cours, que pour la plupart d'entre vous, la notion d'un système comme système de pure valeur ou de valeur pure, la théorie de la valeur chez Saussure, ces notions n'étaient pas forcément très claires pour vous, et donc je dois y revenir. Alors, donc, je vais commencer tout simplement par le rappel de la notion d'arbitraire du signe. L'arbitraire du signe, donc le premier principe, le principe de l'arbitraire du signe, tel qu'il est formulé dans le cours de linguistique générale. Hein. Je vais avoir l'occasion de le rappeler. Les textes de... Enfin, j'ai déjà eu l'occasion de le dire d'ailleurs. Hein. Les textes de Saussure, enfin disons le cours de linguistique générale n'est pas un texte qui est de la main de Saussure. Hein. Vous le savez, c'est un livre qui a été publié par des élèves de Saussure, et donc il y a dans le cours de linguistique générale un certain nombre de notions qui ne sont pas, qui sont formulées d'une façon telle que Saussure ne les aurait peut-être pas formulées. Bon, mais là, pour l'instant, nous allons considérer donc ce premier principe tel qu'il est de l'arbitraire du signe, tel qu'il est formulé dans le cours de linguistique générale. Alors, le texte est le suivant, il est très connu, je le rappelle. Le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire, ou encore, puisque nous entendons par signe le total résultant de l'association d'un signifiant à un signifié, nous pouvons dire plus simplement le signe linguistique est arbitraire. Ainsi, l'idée de sœur n'est liée par aucun rapport intérieur avec la suite de son sœur qui lui sert de signifiant. Il pourrait aussi bien être représenté par n'importe quel autre, à preuve les différences entre les langues et l'existence même de langues différentes. Le signifié bœuf a pour signifiant bœuf d'un côté de la frontière et ox de l'autre. Alors, cette première définition, disons, de l'arbitraire du signe, bon, je la commente rapidement parce que je suppose quand même que beaucoup d'entre vous ont déjà eu l'occasion de la rencontrer, cette définition. Donc, vous voyez ces notions de signifiant et de signifié qui sont utilisées ici, et que je le précise puisque à d'autres endroits du cours de linguistique générale, ce sont les notions de concept ou d'image acoustique qui sont utilisées. Donc, dire que le signe est arbitraire, c'est une façon résumée de dire que le rapport ou l'association entre signifiant et signifié est arbitraire. Donc, deux exemples, sœur et bœuf. L'idée de sœur, donc la notion, le signifié de sœur, hein, n'est lié par aucun rapport intérieur avec la suite de son sœur qui lui sert de signifiant.
Donc l'idée c'est qu'on n'a aucun rapport, absence de rapport. De même pour bœuf, et l'exemple de bœuf sert à montrer que, disons, à prouver cette absence de rapport, puisque le signifiant varie selon les langues. Le signifié bœuf a pour signifiant bœuf d'un côté de la frontière et ox de l'autre. Donc, puisque je peux avoir plusieurs signifiés pour un même signifiant, c'est bien que le signifiant n'a pas de rapport avec le signifié. Alors, ce dernier argument est contestable, on verra que c'est un problème de savoir si bœuf et ox ont le même signifié, mais j'y reviendrai ultérieurement. J'ajoute une deuxième citation importante aussi sur le rapport de cette thèse de l'arbitraire, disons, avec la science des signes en général, la sémiologie. Donc je lis également ce passage. Une remarque en passant, quand la sémiologie sera organisée, elle devra se demander si les modes d'expression qui reposent sur des signes entièrement naturels, comme la pantomime, lui reviennent de droit. En supposant qu'elle les accueille, donc la pantomime, c'est-à-dire l'imitation des signes, c'est une expression par imitation, donc des signes entièrement naturels, où la relation entre signe et signification est naturelle, immédiate. Donc la question se pose de savoir, est-ce que les signes naturels, donc non arbitraires, font partie de la sémiologie? Alors, en supposant qu'elle les accueille, ces signes non arbitraires, son principal objet n'en sera pas moins l'ensemble des systèmes fondés sur l'arbitraire du signe. En effet, tout moyen d'expression reçu dans une société repose en principe sur une habitude collective, ou, ce qui revient au même, sur la convention. Donc l'idée ici, c'est de faire le lien entre arbitraire et convention. Si le signe est arbitraire, c'est tout simplement parce qu'il est le résulte, si le rapport entre signifié et signifiant, enfin le fait que tel signifiant soit associé à tel signifié, résulte d'une convention. Cette convention, elle est héritée, partagée, nous reconduisons les conventions qui correspondent à la langue que nous avons apprise. Alors, exemple, les signes de politesse, par exemple, doués souvent d'une certaine expressivité naturelle. Exemple, entre parenthèses, qu'on pense au Chinois qui salue son empereur en se prosternant 9 fois jusqu'à terre. Bon, alors cet exemple, je ne sais pas ce qu'il vaut en réalité, il faudrait vérifier, je ne sais pas si c'est quelque chose de vraiment attesté ou pas, je ne suis pas allé vérifier. Mais simplement, on peut comprendre cette notion d'expressivité naturelle avec cet exemple, simplement avec l'idée que se prosterner est une marque évidente d'allégeance, de signaler son infériorité par rapport à l'empereur, etc. Bon, donc on voit bien que là, il y a une expressivité naturelle, c'est-à-dire que naturellement, en me prosternant, je donne un signe de ma soumission à l'empereur. Bien. Alors, cette expressivité, bien qu'elle soit naturelle, n'en est pas moins fixée par une règle. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a une certaine naturalité du signe, une justification, une raison. Je veux dire que ce signe de politesse qui relie, qui est codifié là dans cette relation entre l'empereur et ses sujets, eh bien, elle est motivée. Je veux dire, c'est pas n'importe quel geste que les sujets font à l'égard de leur empereur. On pourrait difficilement imaginer qu'on puisse exprimer son allégeance, sa suggestion, sa soumission à l'empereur, je ne sais pas moi, en sautant en l'air par exemple. Bon, voilà. Donc on ne peut pas accepter n'importe quel signe. Mais il reste que parmi les signes qui auraient une expressivité naturelle, plusieurs seraient possibles. Donc il faut bien qu'à un moment donné, ce soit quand même une règle
plus ou moins fixée, partagée, c'est ça la chose importante, une règle partagée, acceptée par tous, qui conduit à l'emploi donc de ces signes. Donc il y a bien à la fois une dimension, là, vous voyez, dans ce genre de signes, hein, qui sont là, donc les signes de politesse. D'ailleurs, c'est une idée, les signes de politesse, pour celles ou ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore trouvé de sujet, l'analyse du degré de convention ou d'arbitraire ou de motivation ou d'iconicité des signes de politesse dans différentes cultures, ça pourrait être intéressant comme sujet, même si ça nous éloigne un petit peu de la linguistique, mais c'est quand même en rapport avec le sujet du séminaire. Bien. Donc, la conclusion de Saussure, c'est qu'on peut dire que les signes, donc c'est bien cette règle, c'est bien la règle qui oblige à employer les signes et non pas leur valeur intrinsèque, on peut donc dire que les signes entièrement arbitraires réalise mieux que les autres l'idéal du procédé sémiologique. Donc, vous voyez, par rapport à l'alternative dont je parlais tout à l'heure, même si ici, par exemple, on voit qu'il y a une reconnaissance, alors en dehors du langage, hein, puisqu'ici on est dans le champ beaucoup plus général de la sémiologie, considérée comme une étude des signes. Bien, dans ce champ plus général de l'étude des signes, de la science des signes, Saussure semble admettre qu'il y a des signes entièrement arbitraires et puis d'autres qui sont moins arbitraires, qui ont une expressivité naturelle, qui sont donc plus ou moins motivés. Bien. Mais les signes arbitraires demeurent au principe même du procédé sémiologique. Hein. C'est-à-dire que ce qui fait que ces signes sont des signes pour Saussure, c'est le fait qu'ils sont arbitraires et non pas le fait qu'ils sont motivés. Et la suite du texte le recentre sur la question du langage. C'est pourquoi la langue, le plus complexe et le plus répandu des systèmes d'expression, est aussi le plus caractéristique de tous. Alors pourquoi il y a cette relation logique? C'est pourquoi. Hein, pourquoi c'est l'idée de déduction qui est ici donnée. Bien, tout simplement parce que ce qui est présupposé ici, c'est que la langue, elle, est complètement arbitraire. Hein. Les signes linguistiques sont arbitraires. C'est pourquoi la langue, le plus complexe et le plus répandu des systèmes d'expression, est aussi le plus caractéristique de tous. En ce sens, la linguistique peut devenir le patron général de toute sémiologie, bien que la langue ne soit qu'un système particulier. Alors ça, c'est une idée assez audacieuse qui a été reprise dans la période structuraliste, notamment par des auteurs comme Barthes. Si on considère la sémiologie comme l'étude, la science des signes en général, la linguistique n'est qu'une discipline particulière à l'intérieur de tous les systèmes de signes. Il y a des systèmes de signes visuels, des systèmes de signes de toutes sortes. Hein. Bon, et la langue n'est qu'un système de signes particulier. Mais ici, on a un renversement. Elle n'est qu'un système de signes particulier, mais elle est le modèle de tous les autres systèmes de signes parce qu'elle est entièrement conçue sur le principe de l'arbitraire et que donc l'arbitraire est au principe même de la sémiologie pour Saussure. Hein. Donc vous voyez que dans cette réflexion, on comprend que ce qui est important pour Saussure ici, c'est que les signes reposent sur une convention, qui est une règle d'emploi qui soit partagée, hein, qui soit collective. Et donc cette règle d'emploi, cette dimension collective donc, du signe, est son être même, hein, est central du point de vue de son comment dire, de son être, voilà. Oui, alors je ne sais pas si votre affichage change. Là, j'ai affiché quand même, j'avais caché parce que ça cache la citation, mais en même temps, quand je ne vous vois pas, c'est un peu embêtant pour moi. Donc, je préfère mettre l'affichage. Hein. N'hésitez pas à mettre votre image visible parce que ça me donne l'impression d'avoir un interlocuteur et c'est quand même plus agréable pour moi.
Voilà. Donc, alors, vous pouvez aussi intervenir, hein, n'hésitez pas, également par le chat, hein, par le système du chat, vous avez cette possibilité, si vous n'osez pas prendre la parole, vous pouvez me poser des questions ou me demander une précision par ce moyen. Je vais aussi, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, il est possible qu'au bout de 40 minutes, le lien Zoom se s'arrête parce que le, 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 le système est gratuit pendant 40 minutes et ensuite il faut relancer une session. Donc à ce moment-là, je referai, si jamais ça coupe, je mettrai un autre lien sur le site du cours. Enfin, je l'ai d'ailleurs déjà préparé, je peux peut-être vous l'envoyer tout de suite. Euh, alors, attendez, comment je vais faire là? Je ne trouve plus où est le chat avec ce système. Ah oui, il est là. Voilà. Alors non, il faut que je récupère Alors, attendez, je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Je récupère le lien Zoom. Voilà, je vous l'envoie à tout le monde. Voilà, je viens de vous envoyer le lien Zoom pour la deuxième partie du cours, si ça coupe. Mais je vais le mettre aussi sur le site du cours, hein, sur le site du cours tout à l'heure. Alors, je vais donc maintenant reprendre donc mon partage d'écran. Voilà. Alors, comment on peut... Donc, je vais là reprendre quelques citations extraites d'un PowerPoint de Anne-Gaëlle Toussaint qui était venue il y a 3 ans faire une conférence dans ce séminaire. Donc tout à l'heure, je vous indiquerai la référence si vous voulez réécouter cette conférence extrêmement intéressante. Elle est vraiment spécialiste de Saussure, hein, elle fait partie des Saussuriens contemporains. Et donc, je reprends là quelques citations qu'elle avait données de Saussure pour vous expliquer la notion de valeur et donc pour approfondir un peu cette notion d'arbitraire. Alors, première citation qui reprend donc, mais dans une autre formulation qui est la formulation dite du troisième cours, qui reprend donc la définition saussurienne de l'arbitraire. Le signe linguistique, alors, premier principe ou vérité primaire, donc vous voyez que là aussi, ça montre que l'arbitraire n'est pas quelque chose de secondaire, c'est quelque chose qui est un premier principe, donc un principe essentiel. Le signe linguistique est arbitraire. Le lien qui relie une image acoustique donnée avec un concept déterminé, alors vous voyez ici on a non pas signifiant signifié, mais image acoustique et concept, mais ça revient au même. Le lien qui relie une image acoustique donnée avec un concept déterminé et qui lui confère sa valeur de signe est un lien radicalement arbitraire. Tout le monde est d'accord. Alors bon, tout le monde est d'accord, c'est un présupposé. C'est vrai qu'il y a eu toutes sortes d'articles publiés après la publication du cours de linguistique générale, de gens contestant le principe de l'arbitraire. Hein. Y a tout un dossier très important, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais à l'époque même de Saussure, il y a eu beaucoup de contestations. Hein, des gens qui n'étaient pas d'accord parce qu'ils estimaient que le signe, enfin le signifiant a toutes sortes de rapports avec le signifié. Bien. Donc là, ce sont les notes donc d'un des élèves de Saussure, hein, les notes du troisième cours, et il n'est pas certain que Saussure a vraiment dit cela, hein, ça on ne le saura jamais. Bien.
Alors, euh, deuxième citation, la place hiérarchique de cette vérité-là est tout au sommet. Donc encore une fois, idée que cette notion d'arbitraire est vraiment dominante. Ce n'est que peu à peu que l'on finit par reconnaître combien de faits différents ne sont que des ramifications, des conséquences voilées de cette vérité-là. Donc là, c'est une autre idée qui apparaît plusieurs fois dans le cours de linguistique générale, c'est l'idée que ce qui compte, c'est pas seulement la notion même d'arbitraire, mais c'est surtout de comprendre toutes ces conséquences. Toutes ces conséquences. Ah, attention, il y a quelqu'un qui a laissé son micro allumé et qu'on entend. Voilà, alors, s'il vous plaît, faites attention. Merci. Donc, le signe est arbitraire, c'est-à-dire que le concepteur, par exemple, n'est lié par aucun caractère ou aucun rapport intérieur avec la suite de son sœur qui forme l'image acoustique correspondante. Donc, vous voyez, ça ressemble à ce qui est dans le cours de linguistique générale tel qu'il a été publié. Ce concept pourrait tout aussi bien être représenté par n'importe quelle autre suite de sons. Donc, vous voyez qu'on pourrait dire frère, on pourrait utiliser le son frère pour dire sœur, ou l'inverse, peu importe. Hein, c'est ça l'idée. Il suffit de songer aux différentes langues. Bon, voilà. Et on retrouve l'exemple de bœuf. En passant d'une langue à l'autre, on voit que le concept bœuf est aussi représenté par la suite de sons boss. Là, c'est en latin. Boss Bowis. Bien, donc ici, on a un peu la même idée que ce qui a été publié dans le cours de linguistique générale, simplement avec cette insistance sur la place de l'arbitraire, c'est-à-dire le fait que l'arbitraire joue un rôle, disons, de premier plan en linguistique. Alors, maintenant, on entre dans la notion de valeur avec cette autre citation qui vient cette fois-ci des écrits de linguistique générale, hein, les écrits de linguistique générale, qui est un texte posthume de Saussure, hein, qui correspond à des manuscrits qu'on a retrouvés tardivement. Alors, je lis le texte avec vous, parce que là, on entre dans une notion un peu plus subtile, un peu plus compliquée à comprendre. Alors, ouais, il y a encore quelqu'un qui a son micro d'allumé. Est-ce que vous pouvez faire attention? Alors, attendez, je vais essayer de voir qui c'est. Est-ce que je peux... Alors, qui est-ce qui n'a pas éteint son micro? Ah bah j'arrive pas à voir, hein. Je vois pas, j'ai l'impression que tout le monde a son micro éteint, mais en même temps, on entend quand même. Bon, tant pis. Alors, je lis le passage. À ce que nous osons dire, la loi tout à fait finale du langage est qu'il n'y a jamais rien qui puisse résider dans un terme. Alors un terme, c'est-à-dire un élément unique, isolable. Pourquoi dans la science du langage il n'y a pas de terme, c'est-à-dire d'éléments isolés, isolables? Eh bien, c'est ce qu'indique la parenthèse, par suite directe de ce que les symboles linguistiques sont sans relation avec ce qu'ils doivent désigner. Donc ça, c'est la notion d'arbitraire, hein, vous avez bien compris. Les symboles linguistiques sont sans relation avec ce qu'ils doivent désigner, donc que A, le symbole linguistique A, est impuissant à désigner sans le secours de B, un autre symbole linguistique, celui-ci, de même, sans le secours de A. Donc, A et B ne valent tous deux que par leur réciproque différence. Ou bien, on peut dire aussi qu'aucun ne vaut, même par une partie quelconque de soi. Bon, là je passe sur la parenthèse, autrement que par ce même plexus de différence éternellement négative.
on s'étonne, mais où serait en vérité la possibilité du contraire? Ou, un seul instant, le point de rayonnement positif dans tout le langage, puisqu'il n'y a point d'image vocale qui réponde plus qu'une autre à ce qu'elle est chargée de dire. Donc là, l'idée, c'est bien que à partir du moment où on admet la notion d'arbitraire du signe et où on admet qu'il n'y a plus de lien possible entre la réalité et les signes, eh bien, le monde des signes est totalement indépendant de la réalité. Donc, ce qui caractérise les signes, ce sont uniquement des relations avec d'autres signes. Ce sont donc des oppositions ou des différences avec d'autres signes. Je finis de lire la citation. C'est l'évidence absolue, même a priori, qu'il n'y aura jamais un seul fragment de langue qui puisse être fondé sur autre chose comme principe ultime que sa non-coïncidence, ou sur le degré de sa non-coïncidence avec le reste. Donc, coïncidence ou non-coïncidence, donc différence. La forme positive étant indifférente jusqu'à un degré dont nous n'avons encore aucune idée, après avoir appris 5 ou 6 langues, car ce degré est entièrement égal à 0. Alors, je poursuis avec ce qui se passe dans le système d'écriture. Alors, c'est un exemple qui est toujours intéressant à donner parce qu'on voit bien là l'application de la notion de valeur. Dans l'écriture, nous sommes bien dans un système de signes similaire à celui de la langue. Les caractères principaux en sont le caractère arbitraire du signe. Il n'y a pas de rapport entre le signe et la chose à désigner. Et puis la valeur purement négative et différentielle du signe. Il n'y a pas de il n'emprunte sa valeur qu'aux différences. Pour T, par exemple, chez une même personne, et vous voyez qu'il y a plusieurs façons d'écrire la lettre T, mais ce qu'on lui demande, c'est qu'il ne soit pas tout à fait identique à un L ou à un N. Donc, l'exemple qui est donné ici, vise à montrer que l'important, ce sont que dans l'écriture, dans les signes graphiques, dans les signifiants graphiques, pour être précis. Là, on est sur la valeur, sur la notion sur la dimension oppositionnelle du signifiant graphique. Le signifiant graphique a une valeur oppositionnelle au sens où il y a toutes sortes de façons d'écrire la lettre T. Il n'y a pas un dessin, si vous voulez, précis, extrêmement précis, qui soit le seul valable pour la lettre T. Plusieurs dessins sont possibles, plusieurs graphies sont possibles, tant que il y a des caractéristiques qui empêchent la confusion avec d'autres lettres. Par exemple, il faut que la barre du T soit suffisamment grande pour pas qu'on confonde, par exemple, avec un L. Bon, donc, peu importe que la barre du T soit très longue, très courte, ça multiplie les possibilités. Donc, on voit bien que ce n'est pas le dessin par lui-même qui compte. C'est un certain nombre de traits d'opposition. Si les traits d'opposition, ce qui oppose, par exemple ici le T au L, la barre horizontale du T, disparaît ou devient trop petite, eh bien le T se confond avec le L et l'écriture devient illisible. Donc ça, c'est un exemple assez, je trouve, assez facile à comprendre de cette notion de caractère oppositionnel du signe, de cette dimension d'opposition dans le signe. Et puis le troisième caractéristique, c'est les valeurs de l'écriture n'agissent que comme grandeur opposée dans un système défini, elles sont positives, etc. etc. Bien. En quoi consiste tout ce qui se trouve dans un état de langue? Nous avons dit que c'est un jeu de différence. Un jeu de différence vient de ce que le mot est arbitrairement choisi. Il y a perpétuellement une opposition de valeurs au moyen de différences phoniques. Donc, vous voyez que c'est ça, cette notion de valeur qui est introduite ici. C'est ce qu'on appelle désormais la théorie de la valeur chez Saussure. Donc, qui signifie que les entités linguistiques se caractérisent uniquement par leur différence avec d'autres entités linguistiques. Donc, il n'y a pas de positivité du signe linguistique.
Alors, encore une ou deux citations, je ne me souviens plus combien exactement j'en ai mis. Donc, je poursuis. Non seulement les deux domaines entre lesquels se passe le fait linguistique sont amorphes, c'est-à-dire le domaine du sens, en gros, et le domaine du son. Hein, chacun d'entre eux n'ont pas de valeur linguistique s'ils sont séparés. Hein, c'est pour ça qu'il y a cette idée que le signe est amorphe dans ce cas-là. Donc, mais le choix du lien entre les deux, ce mariage entre les deux qui créera la valeur est parfaitement arbitraire. À nouveau, la notion d'arbitraire. Sans cela, les valeurs seraient dans une certaine mesure absolues, donc absolues ou positives, c'est toujours la même idée. Si ce n'était pas arbitraire, il y aurait à restreindre cette idée de valeur, il y aurait un élément absolu. Hein, quand Saussure dit ici un élément absolu, ça veut dire un élément qui vaudrait pour lui-même, qui serait positif, qui vaudrait pour lui-même. Or, rien ne vaut pour lui-même, tout est différence. Hein. Donc, c'est ce que dit la dernière phrase. Puisque ce constat est parfaitement arbitraire, puisque ce contrat est parfaitement arbitraire, les valeurs seront parfaitement relatives. Dernière partie sur cette page, le principe finalement auquel revient la chose est le principe fondamental de l'arbitraire du signe. Ce n'est que par la différence des signes qu'il sera possible de leur donner une fonction, une valeur. Si le signe n'était pas arbitraire, on ne pourrait pas dire qu'il n'y a dans la langue que des différences. Donc vous voyez, il y a vraiment un lien entre cette notion d'arbitraire et cette notion, cette idée que les signes sont de pure et simple entités différentielles. Alors, il y a encore, je ne sais pas si je vais commenter toutes ces citations, finalement j'en ai mis beaucoup. Le son matériel, oui, alors ça c'est une idée sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. L'idée que on oppose le son matériel à l'idée, ça c'est une idée extrêmement importante pour contester l'arbitraire. Hein. Disons, non, pas pour contester l'arbitraire, pour contester au contraire l'idée qu'il pourrait y avoir un intérêt à étudier le lien entre signifiant et signifié. Bon, alors je vais la commenter quand même tout de suite. On a tant de fois opposé le son matériel à tout ce qui pouvait lui être opposé que nous craignons bien que notre nouvelle distinction ne soit confondue avec d'autres. Notre position, donc voyons bien la position de Saussure. Notre position est toutefois très nette. Parmi les choses qui peuvent être opposées au son matériel, nous nions essentiellement et sans aucune défaillance future dans le détail qu'il soit possible d'opposer l'idée. Donc ce n'est pas le signifiant qui est opposé au signifié. Hein, ce n'est pas le son qui est opposé à l'idée. Ce qui est opposable au son matériel, c'est le groupe son-idée, mais absolument pas l'idée. Vous voyez, donc on a d'un côté pour Saussure le son, le son matériel ou le signifiant, et puis de l'autre côté, l'ensemble, signifiant plus signifié, le son plus l'idée. Alors, je continue sur la même idée, là encore une fois, hein, le dualisme profond qui partage le langage ne réside pas dans le dualisme du son et de l'idée. C'est la même idée hein, qui est défendue là. Ne réside pas dans le dualisme du son et de l'idée, du phénomène vocal et du phénomène mental. C'est là la façon facile et pernicieuse de le concevoir. Ce dualisme réside dans la dualité du phénomène vocal comme tel et du phénomène vocal comme signe. Donc, du fait physique objectif et du fait physico-mental subjectif. Nullement du fait physique du son par opposition au fait mental de la signification. Donc, vous voyez qu'ici, on oppose clairement, hein, Saussure oppose clairement le son alors, vraiment comme phénomène physique, voire peut-être qu'il accepterait aussi l'idée que le son ait une dimension physico-physiologique. Hein. Peut-être que la notion de physique inclut
non seulement la dimension purement acoustique du son, mais aussi la dimension physiologique, c'est-à-dire d'être capable d'entendre les sons ou de les produire pour l'être humain. Mais tout cela est du côté du physique, du physiologique. Et de l'autre côté, il y a le signe lui-même. Hein. Vous voyez, le phénomène vocal comme tel, comme phénomène vocal, comme son, comme production et réception de son, et puis le phénomène vocal comme signe, c'est-à-dire le lien signifiant-signifié. Donc il y a un premier domaine intérieur psychique où existe le signe autant que sa signification, l'un indissolublement lié à l'autre. Donc vous voyez, on ne peut pas séparer signifiant et signifié pour Saussure. D'où l'idée qu'on ne peut pas de toute façon étudier le lien entre signifiant et signifié, puisqu'on ne peut pas les dissoudre. La seule chose qu'on peut opposer, c'est d'un côté l'ensemble son et sens, et puis de l'autre côté le son tout seul. Mais on ne peut pas séparer le son du sens dans cette perspective-là. Alors ça, cette idée-là, elle est devenue depuis quelques années assez courante dans la recherche linguistique. Mais il faut reconnaître que c'est de date assez récente. Hein. Vous voyez, là, on a les écrits qui ont été publiés dans les années, je ne me souviens plus de l'année exactement, mais je crois que c'est dans les années 2000. Et donc, on n'avait pas vraiment, à part les spécialistes, accès à ces textes. Et depuis, un certain nombre de saussuriens ont quand même mis très clairement en évidence cette idée que, en effet, l'opposition, elle est entre, d'un côté, le son tout seul, et puis de l'autre, l'ensemble signifiant-signifié. Donc, on n'a pas de possibilité d'analyser le lien entre signifiant et signifié. Voici notre profession de foi en matière linguistique. En d'autres domaines, on peut parler des choses à tel ou tel point de vue. Certains connaissent trouver un terrain ferme dans l'objet même. En linguistique, nous nions en principe qu'il y ait des objets donnés, qu'il y ait des choses qui continuent d'exister quand on passe d'un ordre d'idées à un autre et qu'on puisse se permettre de considérer des choses dans plusieurs ordres, comme si elles étaient données par elles-mêmes. Bon, donc là, c'est disons, une sorte d'élargissement sur la notion, enfin sur la perspective linguistique en général. Dans la perspective linguistique en général, on n'a pas des termes donnés d'avance, on n'a pas, encore une fois, des entités qui sont fixées et qu'on pourrait étudier de plusieurs points de vue. Je ne sais pas comment en physique, en chimie, etc. Vous pouvez prendre un objet et puis l'étudier de différents points de vue. En linguistique, on a le point de vue qui crée l'objet selon la fameuse formule. Bon, je passe sur ces éléments. Simplement, je reste ici sur ce schéma, je commente ce petit schéma concept image acoustique, là, peut-être que ça n'est pas tout à fait lisible, mais c'est un schéma très connu. Hein. Donc la flèche verticale qui relie le concept et l'image acoustique désigne la signification, tandis que la valeur, elle est symbolisée par des flèches horizontales qui marquent le rapport entre les signes. Hein. Ou alors, vous avez ici un autre schéma dessous qui indique un peu la même chose. Donc la valeur se distingue ainsi de la signification. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire de l'arbitraire absolu, de l'arbitraire tout court, hein, si on veut, on parle d'arbitraire absolu ou d'arbitraire quand on ne précise pas, il est question en général, lorsqu'on parle du principe de l'arbitraire, on veut parler en général du principe de l'arbitraire absolu. Bon. Ce principe suppose qu'il n'y a pas de lien, pas de relation entre signifiant et signifié. Pas de raison. Il n'y a pas de raison que tel signifiant, plutôt qu'un autre, soit associé à tel signifié. Donc le fait qu'il n'y a pas de raison est commenté par certains par l'idée qu'il y aurait quelque chose d'irrationnel. Hein. Il n'y a pas de raison, c'est irrationnel d'une certaine façon. C'est aléatoire, complètement irrationnel. Bon, parce que pas de relation, pas de lien, pas de raison qu'on ait tel signifiant plutôt que tel autre avec tel signifié. Alors, l'illustration, on l'a vu, donnée par Saussure, c'est l'illustration de la différence entre les langues, hein, du fait que le signifiant varie quand on change de langue. On a vu également une citation qui indique clairement que l'arbitraire
les signes arbitraires sont de meilleurs représentants des signes que les signes qui ne le sont pas. Donc l'arbitraire est caractéristique des systèmes sémiologiques, c'est-à-dire que n'importe quel système de signes existe en tant que système de signes, d'abord grâce à l'arbitraire, et même s'il y a de la motivation ou de la non-arbitrarité, comme on l'a vu avec certains signes de politesse, même s'il peut y avoir une motivation des signes de politesse, ça n'est pas cette motivation qui fait de ces signes des signes. Ce qui fait de ces signes des signes, c'est la convention, la règle acceptée par un groupe humain qui accepte ces signes comme signes. C'est-à-dire, là, on a quand même une idée importante, mais qui touche plus la sémiologie générale que la linguistique à proprement parler, mais tout au moins la linguistique en tant que cas particulier de la sémiologie. C'est cette idée qu'il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, une entité quelconque devient un signe. Pourquoi quelque chose devient un signe? Dans l'esprit de Saussure, ici, c'est uniquement quand, cette convention qui crée un signe est partagée. Il faudrait le formuler différemment. Il faudrait dire, à partir du moment où on partage un signe, ça veut dire qu'on a accepté une convention. Si on partage un signe, ça signifie qu'on a accepté une convention. Donc, l'idée ici, c'est que c'est la convention qui est au cœur de la notion de signe. Donc, l'arbitraire est lié à des conventions, et on va avoir quand même des exceptions, qui sont les exceptions des onomatopées. Alors, je regarde l'heure. Ça a l'air de marcher au-delà de 40 minutes. Je vais donc commencer à commenter un petit peu le cas des onomatopées. Et puis ensuite, on arrêtera la connexion, on la reprendra sur l'autre lien Zoom que je vous ai donné tout à l'heure. Et puis, au début de cette deuxième connexion, je laisserai un petit peu de temps si vous avez des questions, etc. Je sais bien que le dialogue est parfois un petit peu compliqué par ce système de Zoom, mais n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions. Donc, voyons un peu ce qui est dit au sujet des onomatopées et des exclamations. Signalons en terminant deux objections qui pourraient être faites à l'établissement de ce premier principe. Premièrement, on pourrait s'appuyer sur les onomatopées pour dire que le choix du signifiant n'est pas toujours arbitraire. Mais elles ne sont jamais des éléments organiques d'un système linguistique. Leur nombre est d'ailleurs bien moins grand qu'on ne le croit. Des mots comme fouet ou glas peuvent frapper certaines oreilles par une sonorité suggestive, mais pour voir qu'ils n'ont pas ce caractère dès l'origine, il suffit de remonter à leur forme latine. Fouet, dérivé de fagus, être, glas, classicum. La qualité de leurs sons actuels, ou plutôt celle qu'on leur attribue, est un résultat fortuit de l'évolution phonétique. Alors, qu'est-ce à dire? L'idée ici, c'est donc que on a bien des onomatopées et que, dans le cas des onomatopées, on a bien l'impression que le signifiant n'est pas choisi arbitrairement par rapport au signifié. Alors, les exemples comme fouet ou glas ne sont peut-être pas forcément évidents, en particulier pour les étudiantes étrangères ou les étudiants étrangers, mais fouet, vous voyez, l'idée de fouet, si vous accentuez la consonne initiale f, ce F initial rappelle peut-être un peu le bruit du fouet, le fouet. D'accord? Bon, alors, admettons, c'est le son F et aussi peut-être
le système vocalique qui suit, ouais, qui est assez bref, etc. Bon, admettons, hein, on pourrait poser on pourrait faire des sortes d'enquêtes sur ce genre de questions, hein. C'est difficile. On aura peut-être un exposé de Fanny Boudier qui a tenté de faire ce genre d'enquête au deuxième semestre. Alors, gla, le son A, le gle initial évoque quelque chose peut-être d'assez sombre, hein, qui renvoie à la notion enfin, à ce qui est désigné par le mot gla. Bon, admettons donc qu'il y ait une sonorité suggestive. Donc, la sonorité, le son, euh, euh, suggérerait l'idée. Hein, c'est intéressant, cette notion de sonorité suggestive. Bien. Alors, la contestation que fait Saussure, enfin, les objections que Saussure donne au sujet des onomatopées, il y en a deux, vous le voyez. La première, c'est qu'il y a très peu d'onomatopées. Hein, leur nombre est moins grand qu'on ne le croit. Alors ça, c'est une idée qui aujourd'hui est tout à fait contestée, hein. Dans beaucoup de langues du monde, il y a beaucoup d'onomatopées qu'on appelle parfois les idéophones aussi. Donc cette idée d'une marginalité totale des onomatopées, elle est vraie pour certaines langues, mais pas pour toutes pis. Bon, en particulier, elle est vraie pour les langues écrites, beaucoup moins pour les langues orales. Enfin, donc c'est quand même dans une langue comme le français, oui, bien sûr, les onomatopées sont quelque chose d'assez marginal, mais ça n'est pas une vérité linguistique générale, hein. Ça n'est pas un universel. Bon. Alors ça, c'est le premier élément. Ce ne sont jamais les éléments organiques d'un système, c'est-à-dire on ne peut pas considérer que les onomatopées seraient le modèle, hein, les signes modèles pour les systèmes linguistiques. Et puis enfin, autre contre-argument, l'idée que historiquement, ce caractère suggestif du signe, il n'apparaît pas. Alors, fagus, par exemple, aurait une sonorité qui évoque beaucoup moins le bruit du fouet que fouet. Parce que, vous voyez, c'est aussi la semi-consonne « we » dans fouet, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est pas seulement le F, mais c'est aussi le « we », la semi-consonne « we » qui donne cette impression « fouet ». Hein. Alors que fagus, évidemment, le bruit du fouet est beaucoup moins évoqué dans fagus. Et puis, même chose pour gla, qui vient de classicum, et classicum est moins sombre que gla. Bien. Alors, oui, personne n'a dit que les onomatopées étaient onomatopéiques dès leur origine, hein. On pourrait imaginer, au contraire, que ce soit une règle de l'histoire, enfin une règle, que ce soit un facteur du changement linguistique, que de considérer que de considérer que les signes évoluent vers plus de motivation, hein, qui ne sont pas des onomatopées au départ, mais qu'ils évoluent pour être un peu plus onomatopéiques dans leur histoire qu'ils l'étaient au début. Bon. Alors, il reste que, d'accord, il y a des onomatopées pour Saussure, mais il y a ces premières objections. Alors, deuxième type d'objection, je cite encore une fois, quant aux onomatopées authentiques, celles du type glou-glou, tic-tac, etc., non seulement elles sont peu nombreuses, mais leur choix est déjà en quelque mesure arbitraire, puisqu'elles ne sont que l'imitation approximative et déjà à demi conventionnelle de certains bruits. Comparez le français wawa et l'allemand vao vao. En outre, une fois introduites dans la langue, elles sont plus ou moins entraînées dans l'évolution phonétique, morphologique, etc. que subissent les autres mots. Voire pigeon, du latin vulgaire pipio, dérivé lui-même d'une onomatopée. Preuve évidente qu'elles ont perdu quelque chose de leur caractère premier pour revêtir celui du signe linguistique en général, qui est immotivé. Bon, alors, vous voyez que l'idée ici qu'on retrouve, c'est l'idée que les signes
même les onomatopées comme du type glouglou, tic-tac, ou les onomatopées qui désignent des animaux à partir du bruit qu'ils font, hein, qui désignent le cri des animaux, wawa pour le chien, cocorico pour le coq, etc. Bon, alors, là aussi, Saussure va donner des objections, hein. Certes, il y a un lien entre signifiant et signifié dans ces cas-là, mais il y a des objections. Alors, les objections, c'est d'une part que l'imitation est toujours approximative, et donc certes il y a de la ressemblance, il y a de la similarité, mais il y a aussi de la différence, hein. Bon, bah, c'est sûr, mais ça on le sait depuis le début, depuis qu'on a commencé à parler de la notion de similarité, la similarité, elle suppose des ressemblances et des différences. Donc, il y a bien des ressemblances entre le bruit du chien et le bruit que fait le chien et wawa, ou le bruit que fait un réveil et tic-tac, mais c'est une ressemblance approximative. Donc, on peut le dire soit en insistant sur la similarité, soit en insistant sur la différence. Donc quand on s'intéresse à l'analogie, on insiste sur la similarité, mais quand on s'intéresse à l'arbitraire, on va insister sur la différence. Et on va dire que ça se ressemble que approximativement, donc il y a bien quand même un peu de convention. Bon, et puis autre contre-argument, eh bien, les signes évoluent alors attendez, il y a conversation. Ah oui, d'accord. Pardon, j'avais pas vu que certains d'entre vous m'ont envoyé des messages par chat. Alors, excusez-moi, donc je lis. Est-ce qu'on peut dire que l'interjection n'est pas arbitraire? Ah oui, en partie, hein, l'interjection n'est pas arbitraire, mais il y a des objections. On va le voir à cette idée. Je pense qu'au sein du système d'interjection, il y a une subduction. D'accord. Oiseau, je pense que le wa renvoie au bruit de l'oiseau, crapaud, croix, qui est son son. Alors, le fait qu'il y ait une onomatopée dans oiseau, ça, je ne sais pas. Bon, wa, je pense aussi que le wa renvoie au bruit de l'oiseau. Ah, dans le chien, wawa? Je ne sais pas, là je ne comprends pas bien la question, enfin la remarque, disons. Et puis là, la notion de subduction, bon, on pourrait en discuter, mais c'est un petit peu plus compliqué. Autre question, comment l'analogie adopte-t-elle les liens irrationnels entre signifiant et signifié, parlant d'une théorie d'analogie et correspondance? Alors, dans l'analogie, ce qu'on va voir, c'est que il y a parfois effectivement aucune raison, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre signifiant et signifié, mais au lieu, comme le fait l'arbitraire, de ne pas chercher du tout de lien, on va en chercher quand même. Et on va en chercher, peut-être qu'on va en trouver, si on n'en trouve pas, on conclura qu'il y a de l'arbitraire, il n'y a pas de similarité, il n'y a pas d'analogie, mais peut-être qu'on va en trouver si on en cherche. Alors que si on part de la thèse de l'arbitraire et qu'on dit que de toute façon la recherche du lien entre signifiant et signifié n'a aucun intérêt, on ne va jamais aller chercher une similarité entre signifiant et signifié. Hein, comprenez bien, si je place au premier plan de la linguistique le principe de l'arbitraire du signe, je vais considérer que de toute façon il n'y a aucun lien, donc je ne vais pas chercher de lien. Hein, je ne vais pas chercher d'analogie. Donc c'est dans ce sens-là qu'il y a une différence entre le point de vue de l'analogie et le point de vue, disons, de l'arbitraire. Voilà. Alors, donc l'autre objection, c'est de dire que les onomatopées, comme pigeon par exemple, dérivent enfin, les onomatopées comme pipio en latin, qui est donc le mot pour désigner le pigeon, hein, et pipio, voilà, ça imite un peu le bruit que fait le pigeon.
eh bien cette onomatopée a évolué vers pigeon qui est beaucoup moins onomatopéique. Donc vous voyez qu'on a les deux exemples. On avait tout à l'heure un exemple de fagus peu onomatopéique qui devenait fouet, donc plus onomatopéique. Et là on a l'exemple de pigeon qui est pas onomatopéique et qui l'est quand il est en latin. Bon, donc le changement linguistique peut aller dans les deux sens, peut aller vers plus d'onomatopée ou vers moins d'onomatopée. Bon, c'est pas tellement un problème. Mais Saussure en tire une preuve pour dire que les signes finissent euh, euh, par, euh, par devenir arbitraires, ce qui est leur caractéristique générale. Et puis, il y a ensuite... Alors, pardon, juste... souvent, quand on fait cours, quand je commande ce type de citation, je demande aux étudiants ou aux étudiantes, comme on a très souvent beaucoup de nationalités différentes dans le séminaire, c'est toujours intéressant de voir comment on dit en chinois, en argent, en brésilien, en je ne sais quoi, en toutes sortes de langues, comment on dit le bruit du coq, du chien, etc. On se rend compte facilement qu'en réalité, même s'il y a des différences, ces bruits sont toujours très similaires. Donc il y a bien quand même quelque chose d'imitatif. Hein. Même s'il y a des différences d'une langue à l'autre, il y a beaucoup de ressemblances dans les noms des bruits d'animaux. Bon, mais ça mérite une étude approfondie, et pas seulement quelques remarques rapides, comme ça, en passant. Alors, écoutez, avant de passer aux onomatopées, on va faire une pause d'une dizaine de minutes, si vous voulez bien, et on se reconnecte sur le deuxième lien que que je vous ai envoyé tout à l'heure et que je vais remettre tout de suite sur le site. D'accord? Alors, et puis je commencerai la séance en vous proposant de poser des questions. Hein. Oui, ah pardon, vous aviez Andrea, allez-y. Oui, non, c'était juste pour vous dire qu'il y avait eu une question dans le chat. Ah pardon, Une merci. question. Merci de me l'avoir indiqué. Alors, je vais dans le chat. Ben, j'ai répondu à toutes les questions du chat, non? Non, pardon, c'était la question de comment l'analogie adopte-t-elle les liens irrationnels entre ça, parlant d'une théorie Ah, d'analogie et d'accord. correspondance. Ouais. Alors, je croyais, enfin, j'ai pas été assez clair parce que j'ai répondu à cette question en disant tout à l'heure quand j'ai dit que, en fait, le lien entre, euh, disons, l'apport particulier du point de vue de l'analogie sur sur cette question des liens irrationnels entre signifiant et signifié, c'est le suivant, c'est que si vous partez de l'arbitraire, vous allez dire qu'il y a de toute façon des liens irrationnels entre signifiant et signifié. Si vous dites qu'il y a des liens irrationnels entre signifiant et signifié, vous n'allez pas chercher d'autres liens. Il n'y aura pas de lien de toute façon. Enfin, il y aura un lien, juste de... On a l'habitude d'associer tel signifiant à tel signifié, mais il n'y a pas de raison. C'est irrationnel. D'accord? L'analogie cherche à trouver des raisons. Tout simplement. C'est le contraire. Hein. C'est pas que l'analogie adopte des liens irrationnels. Elle émet l'hypothèse qu'il pourrait y avoir des liens rationnels. Et donc elle va en chercher. Par exemple, au lieu de dire que les noms qui désignent les cris des animaux sont arbitraires, sans rapport, eh bien, ce que va faire la linguistique analogique, c'est qu'elle va prendre le cri du chien dans 50 langues, elle va examiner les signifiants et elle va faire des statistiques pour voir s'il y a des similarités entre ces signes. Et puis on va voir qu'entre vao, vao, wawa, et puis je ne sais quoi dans différentes langues, on a des constantes et on a une grande régularité. Donc on va trouver des similarités entre donc les langues et donc entre les bruits du chien et les langues.
donc c'est un peu comme ça, disons, en très résumé, hein, que on peut dessiner la position de l'analogie par rapport donc à celle de l'arbitraire. Ça va? Très Oui, bien, je vous en prie. Alors, écoutez, si vous voulez, finalement, je constate, c'est la première fois que j'essaie au-delà de 40 minutes, donc manifestement, en dépit de ce qu'indique mon logiciel, parce que le logiciel Zoom, pour moi, il indiquait que la durée était limitée à 40 minutes. Mais manifestement, on pourrait continuer. Mais enfin, on va quand même faire une pause parce que de toute façon, c'est toujours fatigant, c'est d'être devant un écran pendant trop longtemps. Je vous laisse le temps de réfléchir. Je vais, euh, donc me reconnecter d'ici 10 minutes, un quart d'heure sur... Enfin bon, je ne vais pas dire à peu près. Mettons à 14h15. À 14h15, je me connecte sur le deuxième lien. D'accord? Alors, à tout de suite. Bien, alors, je vais reprendre si vous le voulez bien. Je vais simplement terminer donc avec cette dernière citation sur les exclamations. Et ensuite, donc, on prendra quelques instants pour d'éventuelles questions. Alors, les exclamations très voisines des onomatopées donnent lieu à des remarques analogues et ne sont pas plus dangereuses pour notre thèse. On est tenté d'y voir des expressions spontanées de la réalité, dictées pour ainsi dire par la nature. Mais pour la plupart d'entre elles, on peut nier qu'il y ait un lien nécessaire entre le signifié et le signifiant. Il suffit de comparer deux langues à cet égard pour voir combien ces expressions varient de l'une à l'autre. Par exemple, au français aïe correspond l'allemand au. On sait d'ailleurs que beaucoup d'exclamations ont commencé par être des mots à sens déterminé, par exemple diable, mordieu, mordieu, etc. En résumé, les onomatopées et les exclamations sont d'importance secondaire et leur origine symbolique en partie contestable. Bien. Alors, vous voyez que l'idée ici qu'on retrouve et qui est la même que celle qui avait été développée pour les onomatopées, qu'on retrouve donc dans les exclamations, c'est que elles sont secondaires, elles sont d'une part, elles sont par ailleurs, disons, variables d'une langue à l'autre, donc leur dimension symbolique est faible, puisque donc on a une différence entre l'allemand aïe et l'allemand ao et le français aïe pour le cri de douleur. Alors ça aussi c'est quelque chose qui mériterait, vous voyez, si on est dans une perspective d'analogie, une interrogation possible, hein, si on est dans une perspective de l'analogie, on va pouvoir se dire, ah tiens, je vais étudier les cris de la douleur dans différentes langues et regarder quels sont les phonèmes qui sont sélectionnés dans différentes langues lorsqu'on veut exprimer une douleur. Bon, alors on remarque comme ça à vue d'œil que beaucoup d'exclamations qui expriment la douleur commencent par la voyelle A ou O. Hein. Pourquoi? Parce que quand on a une douleur, on a tendance à ouvrir la bouchette tout de suite. Aïe, ao. Donc il y a beaucoup de langues dans lesquelles ça commence par un A. Mais pas toutes, pas forcément toutes. Il y a peut-être d'autres solutions. Mais c'est ça mérite d'être étudié. Hein. On peut l'étudier. Ça a un sens de l'étudier. Ça, c'est ce que considère la perspective de l'analogie. Dans la perspective de l'analogie, on va dire ça a un sens d'étudier comment on exprime l'exclamation dans différentes langues. Si on est dans une perspective, je ne dis pas saussurienne, hein, je dis dans une perspective de survalorisation de l'arbitraire, eh bien on va dire non, ça n'a aucun sens d'étudier cela, puisque de toute façon c'est arbitraire, il y a des différences, donc on ne s'intéresse pas, on s'intéresse à d'autres choses. Hein. Donc vous voyez, c'est là qu'on voit quand même que la différence entre le point de vue de l'analogie et le point de vue de l'arbitraire, ça a des implications en matière scientifique. Ça crée des différences sur ce qui est intéressant et pas intéressant à étudier, sur ce qu'on considère comme des questions scientifiques ou pas. Hein. Bon, l'autre objection ici, c'est que certaines exclamations sont des noms, sont d'anciens noms qui sont devenus des exclamations. Hein. Le mot diable, qui désigne un personnage imaginaire dans telle culture, peut devenir une
une exclamation. Hein. Bon, voilà, donc c'est pour dire qu'un mot arbitraire peut devenir une exclamation, donc que l'exclamation en elle-même n'est forcément pas foncièrement symbolique. Hein. Bon, donc, conclusion, en résumé, aussi bien les onomatopées que les exclamations sont secondaires, et puis quand Saussure dit leur origine symbolique, il veut dire leur motivation originaire, hein, est en partie contestable. Bon. Alors, on va passer ensuite à l'arbitraire relatif, hein, mais avant, je voudrais juste m'arrêter un instant pour savoir s'il y a donc des questions que vous pouvez poser soit par chat, soit soit en prenant la parole. Enfin, vous en avez déjà posé quelques-unes par chat. Bon, alors, je passe donc à la motivation relative. Alors, attendez, je vois que Aguilas, votre micro n'est pas fermé, donc on entend beaucoup les bruits. Merci. Alors, je passe donc à l'arbitraire relatif maintenant. Alors, voici comment l'arbitraire relatif est défini dans le cours de linguistique générale. Le principe fondamental de l'arbitraire du signe n'empêche pas de distinguer dans chaque langue ce qui est radicalement arbitraire, c'est-à-dire immotivé. Alors quand on dit ici radicalement arbitraire, ça a le même sens qu'arbitraire absolu. Hein. Arbitraire absolu, radicalement arbitraire, c'est la même chose. Immotivé. Donc distinguer ce qui est radicalement arbitraire de ce qui ne l'est que relativement. Donc on aura l'arbitraire absolu, l'arbitraire relatif. Une partie seulement des signes est absolument arbitraire. Chez d'autres, intervient un phénomène qui permet de reconnaître des degrés dans l'arbitraire sans le supprimer. Le signe peut être relativement motivé. Et Saussure donne les exemples de 19, qui est relativement motivé par rapport à 20, qui est arbitraire, de cerisier, qui est relativement motivé par rapport à frêne, qui est arbitraire, de vacher, qui est relativement motivé par rapport à berger, qui est arbitraire. Alors pourquoi ? L'idée ici, qui est, disons, qui permet aussi de mieux comprendre hein, la notion d'arbitraire, c'est que dans le cas du signe relativement motivé, vous pouvez déduire le signifié du signifiant. C'est-à-dire, même un signe que vous n'avez jamais entendu, un signifiant que vous n'avez jamais entendu, pour un signifiant que vous n'avez jamais entendu, eh bien, vous pouvez deviner le signe, deviner le signifié, je veux dire. Par exemple, pour le cas, donc, des noms de nombres. 20 est radicalement arbitraire. Pourquoi ? Parce que si on ne vous a pas appris que 20 signifie 20, 2 fois 10, eh bien, vous ne pouvez pas le deviner. Par contre, si vous connaissez le sens de 10, le sens de 9, et que vous savez que 19, ça signifie 10 plus 9, bon, comme 17 signifie 10 plus 7, comme 23 signifie 20 plus 3, etc., eh bien, vous pouvez deviner le sens de 19. Alors, pour 19, ce n'est pas très intéressant, mais si je vous donne un grand nombre quelconque, par exemple, si je vous dis, je ne sais pas moi, 83 787, bon, il y a de fortes chances pour que ce nombre précis, 83 487, il y a de fortes chances pour que vous ne l'ayez jamais entendu. Bon. Pourtant, vous comprenez tout de suite qu'est-ce qui est désigné par ce nombre, puisque vous connaissez les nombres élémentaires, donc vous pouvez déduire par une règle combinatoire le sens, le signifié de ce nombre. Et pourtant, vous ne l'avez jamais entendu. Et ça, qu'on puisse déduire le signifié à partir du signifiant, c'est quelque chose qui est évidemment totalement exclu dans le cas du signe radicalement arbitraire.
totalement exclu dans le cas du signe donc qui est totalement immotivé. Bon. Alors, dans le cas des signes de la numération, c'est très important, j'y reviendrai dans un instant. Prenons le deuxième exemple, cerisier et frêne. Bon, si vous connaissez les noms pommier, poirier, par exemple, hein, que vous savez que le poirier, c'est l'arbre sur lequel poussent des poires, que le pommier, c'est l'arbre sur lequel poussent les pommes, etc. Eh bien, même si vous n'avez jamais entendu le mot cerisier, à supposer que vous connaissiez le mot cerise, vous pouvez deviner que cerisier, c'est l'arbre sur lequel poussent les cerises. Parce qu'il y a une régularité, hein. Et donc là, on retrouve l'idée de systématicité. S'il y a une systématicité, s'il y a une régularité, si les signes sont construits avec une forme de régularité, vous pouvez deviner leur sens. Je donne souvent l'exemple pour ces noms d'arbres-là de cacaoyer. Hein, le cacaoyer. Même, c'est très probable que vous n'ayez jamais entendu peut-être ce mot, un cacaoyer. Bon, bah, même si vous ne l'avez jamais entendu, vous pouvez deviner que c'est l'arbre sur lequel poussent les fèves de cacao. Bon voilà, ça c'est de la motivation relative. Si c'était pas relativement motivé, vous ne pourriez pas deviner le signifié à partir du signifiant. Donc là c'est simple, on a donc des signifiants élémentaires, on combine les signifiants, et ça combine les signifiés, et ça donne le signifié global. Ça suppose donc ce qu'on appelle la compositionnalité du sens. Et le dernier exemple fonctionne également, vacher par opposition à berger. Le vacher, c'est celui qui s'occupe des vaches, hein. Tandis que le berger, c'est pas celui qui s'occupe des berges, hein, évidemment, c'est celui qui s'occupe des moutons. Bon, donc on a là aussi un mot relativement motivé dans vacher, alors qu'on a un mot arbitraire pour berger. Donc l'idée ici, c'est que on a donc de l'arbitraire relatif chaque fois qu'on peut calculer le signifié à partir du signifié des éléments composants du signe. Alors, cette idée est liée à l'idée, je l'ai dit, de systématicité. Vous voyez, les noms d'arbres, ils sont souvent très réguliers. Y a les noms de métiers, par exemple, aussi sont assez réguliers, hein, comme, je sais pas moi, le plombier, le charcutier, voilà, etc. Dans le cas des noms de nombres, on voit bien quelque chose là qui est intéressant à remarquer. Parce que les noms de nombres, dans toutes les langues, les noms de nombres, ils ont une grande régularité. Pourquoi? Parce que dès qu'on atteint des grands nombres, on ne pourrait pas imaginer. S'il n'y avait pas, imaginez donc une langue dans laquelle il n'y aurait pas de motivation relative. Il n'y aurait que de l'arbitraire absolu. Il faudrait autant de noms différents il faudrait un nom différent pour chaque nombre. Évidemment, hein, si le signe est complètement arbitraire. Si on élimine toute la motivation relative. Il faudrait un nom différent pour chaque nombre. Comme on a pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il ne faudrait pas qu'il y ait 17, il faudrait qu'il y ait un autre nom, parce que 17 c'est déjà de la motivation relative. Pas 18, mais un autre nombre. Enfin, ouais, 70 par exemple, mais même 70 c'est relativement motivé. Bon, donc vous voyez bien que c'est impossible, hein. Il faudrait une quantité de mots à mémoriser, rien que pour les nombres, c'est absolument impossible. Aucune langue ne procède comme ça. On a toujours des systèmes de motivation relative. Or, si on calcule le ratio, le rapport entre le nombre de signes relativement motivés, qui relèvent donc de l'arbitraire relatif, qui ont donc une motivation, hein. Et puis le nombre de signes qui relèvent de l'arbitraire absolu. Si on calcule le rapport entre les deux dans le cas des systèmes de la numération, on voit que, évidemment, le nombre de signes arbitraires, il est très petit, il est presque négligeable par rapport au nombre de signes non arbitraire ou relativement motivé dans le système de la numération, puisque le nombre de signes relativement motivés dans le système de la numération, il est infini. Il est infini de toute façon. Il n'y a pas, dans les nombres entiers, le nombre de signes est infini.
mais le nombre de signes arbitraires, lui, il est fini. Il y a une vingtaine de signes arbitraires comme 1, 2, 3, 4, bon, vous ajoutez 20, 100, 1000, et puis voilà, avec 20, 25 signes, moins de 30, je ne sais plus combien exactement, peu importe, vous avez une trentaine de briques de base, si vous voulez, de signes complètement arbitraires, avec une vingtaine de briques de base, vous fabriquez un nombre infini de nombres. C'est un peu, si vous voulez, pour faire une analogie, comme en musique, hein, vous avez un certain nombre de notes de musique, mais avec ces notes, vous pouvez fabriquer des musiques extrêmement diverses. Bon. Eh bien, dans ce cas-là, ça signifie que l'arbitraire absolu, quantitativement, si j'adopte un point de vue quantitatif, l'arbitraire absolu, il joue un rôle minuscule. Il joue un rôle juste parce que on a besoin de quelques briques de base pour fabriquer le système. Mais toute la systématique, elle est étrangère à l'arbitraire. D'où cette distinction entre le plan du système, le plan de la systématicité, et le plan de l'arbitraire. C'est-à-dire, il y a vraiment, si vous voulez, quand on est dans le systématique, on est du côté de la motivation relative, et quand on est du côté de l'arbitraire, on est du côté donc de l'irrationnel. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de systématique. Donc, l'arbitraire relatif suppose une prévisibilité, comme on vient de le voir, du signifié à partir du signifiant, et donc qu'il y a un aspect rationnel. Hein. Je veux dire que là, le signifiant, on a besoin qu'il soit calculable. Enfin, je veux dire, on a besoin qu'on puisse calculer le signifié à partir du signifiant. Et donc, Saussure, dans le cours de linguistique générale, estime que l'arbitraire relatif joue un rôle très important. Hein. Mais bizarrement, il y a de très bonnes raisons à ça, mais ça n'élimine pas la place de l'arbitraire absolu comme premier principe. Alors, il y a un certain nombre de limites donc à l'arbitraire saussurien dont je voudrais parler. Donc, quelles sont les objections qu'on peut donner à la conception saussurienne de l'arbitraire? Bon, il y a deux premiers problèmes principaux qui sont donc le premier, c'est l'idée que, je l'ai dit déjà, que la pensée de Saussure ne correspond pas forcément à ce qui est dit, écrit plutôt, dans le cours de linguistique générale. Et puis il y a un deuxième problème qui apparaît dans la discussion dans la justification de l'arbitraire par la variété des langues, et qui repose donc sur une confusion entre signifié et référent qui a été très clairement mise à jour par Damouret et Pichon, et puis ensuite par Benveniste. Alors, un mot sur le premier problème, je vous l'ai dit, sur le lien entre arbitraire absolu et... le lien entre, ou la différence plutôt, entre le cours de linguistique générale tel qu'il a été publié et ce qu'on peut connaître de la pensée de Saussure. Alors, là, c'est un extrait d'un article de Simon Bouquet, qui fait partie d'un certain nombre de chercheurs, un tout petit nombre, hein, assez marginal, mais bon, qui estiment qu'il y a quand même des différences énormes entre la pensée de Saussure et puis ce qui est écrit dans le cours de linguistique générale. C'est très exagéré comme position, hein, parce que, bon, faut pas, je veux dire, il y a un certain nombre de différences, mais il n'empêche que le cours de linguistique générale reflète quand même, à mon avis, assez bien la pensée de Saussure, mais il y a quand même, sur le détail, un certain nombre de problèmes. Et donc, l'arbitraire fait partie des questions sur lesquelles il y a une différence importante entre ce qu'on a pu reconstituer de la pensée de Saussure à partir d'inédits, et puis ce qu'il y a dans le cours de linguistique générale. Alors je vais citer quelques extraits de cet article, je vous ai mis le lien, vous pouvez aller voir par vous-même. Hein. Donc première constatation, dans tous les passages où la mention de la question de l'arbitraire par Bailly et Séchelet correspond effectivement à un ou plusieurs énoncés de Saussure, 9 passages sur les 16, les éditeurs semblent ne pas avoir été attentifs à l'ambiguïté du terme de signe et s'être laissés piéger par leur parti pris terminologique. En effet, dans ces 9 cas, leur texte maintient le mot signe
qui, dans leur terminologie, renvoient à l'entité globale, alors que dans le manuscrit source, l'occurrence de signe renvoie clairement à signifiant. Alors, tout ça, c'est simplement, je crois que je l'avais déjà signalé, que chez Saussure, le mot signe renvoie tantôt à l'ensemble signifiant-signifié, tantôt uniquement au signifiant. Dans le langage courant, quand on parle du signe de quelque chose, en fait, ça correspond au signifiant, d'où l'ambiguïté du mot signe. Donc, ce que Simon Bouquet note ici, c'est que donc, dans le manuscrit de Saussure, signe renvoie à signifiant. Du coup, leur triade rétrospective signe, signifiant, signifié a ici pour effet pervers de distordre la pensée saussurienne, le CLG, cours de linguistique générale, donc, donnant l'impression que Saussure envisage un concept global d'arbitraire, et notamment un arbitraire symétrique du signifiant et du signifié, alors qu'au contraire, dans tous ces passages, le linguiste genevois se place strictement du point de vue de l'image acoustique pour affirmer que celle-ci n'a aucun lien avec le concept qu'elle représente. Donc c'est un arbitraire, si vous voulez, du signifiant. En bref, selon la leçon de ces passages, ce que Bailly et Séchelet appellent arbitraire du signe serait plus judicieusement nommé, dans la terminologie qu'ils ont choisi d'adopter, arbitraire du signifiant. Puisque Saussure se place uniquement du point de vue du signifiant et de la relation entre le signifiant et, en fait, on l'a vu tout à l'heure, l'ensemble signifié plus signifiant. Deuxième constatation, c'est toujours du même article, dans tous les autres passages du CLG, les énoncés sur l'arbitraire ont été créés de toutes pièces par Bailly et Séchelet. Ceci par l'à nouveau d'arbitraire du signe, là où cette fois aucune proposition sur l'arbitraire ne figure dans les textes originaux. Cette deuxième catégorie d'énoncés ne reflète pas la présentation saussurienne asymétrique d'un arbitraire du signifiant, mais renforce au contraire un concept indifférencié d'arbitraire duquel on ne trouve aucune trace dans les manuscrits. De ces deux constatations, il ressort que le concept d'arbitraire du signe, tel qu'il est présenté dans le texte de 1916, peut être tenu pour un concept fantôme créé par Bailly et Séchelet. Donc vous voyez que là, la conclusion est un peu extrême. L'idée, ce serait, selon Bouquet, que ce qu'on appelle arbitraire dans le cours de linguistique générale ne correspond à rien chez Saussure, ne correspondrait à rien. C'est un concept fantôme, c'est un concept inventé, puisque y a un certain nombre de citations, disons de mentions de l'arbitraire dans le CLG, pour lesquelles il n'y a aucune source de la main de Saussure. Alors, c'est un peu exagéré, mais il est vrai que très probablement, disons que ce qu'on peut supposer, c'est qu'un certain nombre de propositions qui sont dans le cours de linguistique générale, un certain nombre de formulations n'apparaîtraient pas chez Saussure. Et notamment, donc, cette formulation de la différence entre les langues. Vous vous souvenez, c'est l'exemple, donc, quand dans le cours de linguistique générale, il est dit que bœuf et ox, l'exemple de la différence, de la traduction en allemand du mot français bœuf par ox montre que le signifiant varie alors que le signifié est le même. Et ce que Damourette et Pichon indiquent, c'est que, je cite, « La faute que nous paraît contenir ce raisonnement de Saussure est de croire à l'équipolence absolue, c'est-à-dire à l'équivalence, si vous voulez, de deux vocables appartenant à deux langues différentes, comme ox et bœuf. Jamais. » Donc ça, c'est une formulation un petit peu technique d'Amourette et Pichon. Jamais l'extension de deux sémièmes, donc de deux sémièmes, c'est-à-dire de deux signifiés. Jamais l'extension de deux signifiés dans deux idiomes différents n'est exactement la même. Jamais deux vocables ne se recouvrent absolument quant à leur domaine sémantique. Donc l'idée ici, la critique, si vous voulez, que font Damourette et Pichon, ça veut dire que si on ne peut pas considérer que le signifié de bœuf et le signifié de ox sont les mêmes. On ne peut pas considérer que les deux signifiés sont les mêmes. Quand on change de langue, les signifiés demeurent très rarement identiques. Bœuf en français s'oppose à vache, taureau, etc. Et ce ne sont pas les mêmes oppositions qu'on a en allemand avec ox, stier, boule, etc. Donc
c'est une chose bien connue, d'une langue à l'autre, les mots n'ont pas les mêmes signifiés. En revanche, ce qu'ils ont de commun, c'est le référent. C'est-à-dire l'animal bœuf, l'animal lui-même qui existe dans le monde, il existe aussi bien pour un Français que pour un Allemand. Bon. Donc le référent est identique, mais le signifié et le signifiant de ox et de bœuf sont tous les deux différents. Le signifié de ox est différent du signifié de bœuf, et donc le signifiant évidemment de ox est différent du signifiant bœuf. Donc on ne peut pas dire que le signifiant varie pour un même signifié, hein, puisque le signifié n'est pas le même. Donc c'est ça l'erreur de raisonnement. On trouve la même idée dans un article de Benveniste. Je passe sur ce point, l'article sur la nature du signe linguistique. Simplement, ce que je veux dire par là, c'est que en insistant aussi sur la différence entre la pensée de Saussure et le cours de linguistique générale, il est certain que Saussure n'aurait jamais considéré que les signifiés de ox et de bœuf sont les mêmes. C'est absolument exclu compte tenu de la théorie de la valeur. Bon. Donc là, on a vraiment une sorte de maladresse dans la formulation du cours de linguistique générale qui oriente vers une mauvaise compréhension de la notion d'arbitraire du signe. Alors, maintenant, je voudrais ajouter à cela quelques remarques sur un article d'Anne-Gaëlle Toutain, dont je parlais tout à l'heure, donc qui est la chercheuse dont je parlais et dont vous pourrez retrouver la conférence dans la séance du 20 mars 2017, hein, sur le site du cours, vous la retrouverez, mais je remettrai un lien pour vous éviter que ce soit trop compliqué à trouver. Enfin, cela dit, vous avez le lien ici. Et donc, elle a publié récemment un article dans la revue Signifiance, une revue qui, elle, est totalement orientée du point de vue de l'analogie. Hein. C'est une revue tout à fait récente. Vous voyez, là, c'était le numéro 2. Donc, c'est une revue récente tout simplement parce que, disons, ces questions de motivation, d'analogie, de rôle du signifiant sont des questions tout à fait émergentes dans la recherche en linguistique. Et donc, elle a publié un article intitulé « Du signe au symbole, enjeu de la théorisation saussurienne du signe pour la linguistique et les sciences du langage ». Alors, je vais essayer de récupérer donc l'article pour commenter avec vous quelques passages. Et je mettrai l'intégralité du texte, donc le lien, sur le site. Hein. Alors... voilà. Je pense que vous le voyez là, hein? Ouais. Alors, je voudrais commenter uniquement cette partie 1. Alors, elle part donc c'est une partie qui nous intéresse parce qu'elle revient sur la théorisation du rapport son-essence chez Saussure. Hein. C'est l'idée que j'ai commentée tout à l'heure en disant que d'un côté, on a bien chez Saussure, d'un côté le signifiant comme son et de l'autre côté l'ensemble signifié-signifiant et non pas le couple signifiant-signifié. Alors, c'est cette idée-là qu'elle reprend ici dans une formulation très claire, et c'est pour ça que j'utilise son texte. Alors, elle part donc de cette citation de Jacobson, qui part de l'idée que la théorisation saussurienne du signe s'inscrit dans une tradition classique qui vient de Saint-Augustin. Bon. Et elle conteste cette idée. Il y a une invention chez Saussure, il y a une théorie du signe qui est complètement différente
et là je suis parfaitement d'accord avec elle, hein, et c'est d'ailleurs pas du tout une idée originale, hein, c'est une idée bien reçue chez toutes les personnes qui connaissent un peu l'œuvre de Saussure. Cette idée que donc on a une théorisation originale du signe chez Saussure. Donc l'idée contraire, dit-elle, est une conviction répandue et d'ailleurs souvent citée. Elle est cependant fausse. Donc ce qui est faux, c'est l'idée que Saussure ne ferait que répéter une tradition du signe préexistante, à deux égards. En premier lieu, comme le soulignent entre autres les auteurs du vocabulaire européen des philosophies, donc ça c'est un texte de... Enfin, je ne sais pas si vous connaissez ce livre extrêmement intéressant, Vocabulaire européen des philosophies, c'est intéressant pour les linguistes aussi, parce que c'est un dictionnaire, donc un vocabulaire, et c'est une œuvre absolument monumentale, hein, qui a été dirigée par Barbara Cassin. Voilà, un texte intéressant à connaître. Bon, je n'insiste pas, ça nous éloignerait de l'objet du cours. Mais il y a un article, signifiant, signifié. Et si ce couple signifiant, signifié, dit l'article, donc si on lit dans l'article signifiant, signifié, donc si le couple signifiant-signifié présente une telle évidence qu'on le projette à l'identique de manière récurrente sous l'autorité de divers précurseurs, Aristote, les stoïciens, etc., une analyse précise et non anachronique des différentes élaborations en question conduit à conclure que ces précurseurs mythiques sont bel et bien précurseurs et mythiques. Donc, ça veut dire que effectivement, c'est un raccourci faux, hein, considérer que le signe, la façon de conceptualiser le signe est la même depuis Saint-Augustin, elle a été répétée par Aristote, etc., etc. En second lieu, dit-elle, et c'est là l'objet de notre propos, Saussure a précisément rompu avec cette définition pluriséculaire, moyennant donc des variations parfois significatives et qu'il importe d'étudier dans le détail, du signe comme combinaison d'un signifiant et d'un signifié, qu'on ne peut donc lui imputer qu'il s'agisse du cours de linguistique générale ou des notes d'étudiants et du corpus autographe. Ce rejet d'une telle définition apparaît en particulier dans un des tout premiers textes de linguistique générale de Saussure, le manuscrit de l'essence double du langage, que la plus grande part des saussuriens s'accordent à dater du début des années 1890. On lit en effet dans ce manuscrit, et là vous allez voir, on retrouve l'idée que j'exposais tout à l'heure. Le dualisme profond qui partage le langage ne réside pas dans le dualisme du son et de l'idée, du phénomène vocal et du phénomène mental, c'est là la façon facile et pernicieuse de le concevoir. Ce dualisme réside dans la dualité du phénomène vocal comme tel et du phénomène vocal comme signe, etc. Je n'insiste pas puisque j'ai déjà donné cette citation. Citons également les notes pour un livre sur la linguistique générale. On a tant de fois opposé le son matériel à tout ce qui peut lui être opposé que nous craignons bien que notre nouvelle distinction ne soit confondue avec d'autres. Notre position est toutefois très nette. Parmi les choses qui peuvent être opposées au son matériel, nous nions essentiellement et sans aucune défaillance future dans le détail qu'il soit possible d'opposer l'idée. Ce qui est opposable au son matériel, c'est le groupe son-idée, mais absolument pas l'idée. Bon, donc j'avais déjà donné cette citation tout à l'heure, mais je la reprends parce que c'est vraiment tout à fait fondamental de comprendre ça. À l'opposition traditionnelle, donc je continue la lecture donc, du commentaire de Anne-Gaëlle Toutain, à l'opposition traditionnelle entre son et idée, Saussure substitue ainsi une opposition toute différente entre son d'un côté et groupe son-idée, ou encore entre son et signe, au sens de signifiant, mais par opposition non au signifié dont il devient alors néanmoins corrélatif. C'est la signification du passage de l'essence double du langage. Mais conformément au statut premier de ce terme, qui est un participe présent, au son ou à la figure vocale. Autrement dit, Saussure oppose deux types de sons, le son signifiant et le son non signifiant, substituant ainsi à la décomposition du signe la constitution de ce dernier. Donc l'idée de Anne-Gaëlle Toutain, mais là c'est son idée plus personnelle, c'est que Saussure insiste sur la constitution du signe, pas tellement sur la décomposition entre signifiant et signifié. Cette dualité entre son et signe, vous voyez que c'est plus la dualité entre son
entre signifiant et signifié. Hein. C'est le son et le signe. Est en effet à entendre sur le fond de propositions récurrentes, en particulier dans les premiers textes, et qui concernent l'absence de tout objet donné, que Saussure affirme est une singularité de la linguistique dans l'ensemble des sciences. On lit notamment dans les mêmes notes pour un livre sur la linguistique générale, voici notre profession de foi en matière linguistique. Donc là, je retrouve la même citation que tout à l'heure. Hein. On n'a pas des choses qui sont données d'avance. Ce que récuse ici Saussure pour la linguistique est, ce nous semble, le mode d'existence objectal, c'est-à-dire caractéristique des objets au sens usuel, ce que Saussure appelle ici des choses, auxquelles, même lorsqu'ils sont abstraits comme une structure ou échappent à l'observation, du moins au sens commun, il demeure possible de conférer une extériorité, c'est-à-dire des contours, une existence positive. Hein, existence positive. C'est ça le mot qui compte. Ces choses en linguistique seraient en premier lieu les entités linguistiques, mots, morphèmes, règles de syntaxe, phonèmes, etc. Il faut insister à cet égard sur la radicale nouveauté des propositions saussuriennes et sur la rupture qu'elles constituent dans l'histoire de la linguistique. Donc, c'est ça que vous devez bien comprendre. En quoi y a-t-il chez Saussure quelque chose comme une coupure, une rupture? Il y a bien sûr de la continuité par rapport notamment aux néo-grammairiens, mais il y a une invention saussurienne. Il y a quelque chose que Saussure a inventé qui n'avait jamais été inventé auparavant. Donc, et c'est la chose suivante. Tandis que jusqu'alors, et aujourd'hui encore, dans nombre de travaux, diaboliques ou non, alors diabolique là, c'est un sens très particulier, ça renvoie au titre de la revue, mais enfin du volume de la revue, peu importe. Tandis que jusqu'alors, ces entités linguistiques, donc ces entités linguistiques, c'est-à-dire le morphème, le mot, le phonème, etc., constituaient le point de départ de la réflexion et des études linguistiques. C'est pourquoi, en particulier, les comparatistes avaient eu tendance à considérer les idiomes comme des organismes. Leur existence même, comme entité, est problématisée par Saussure, c'est-à-dire identifiée comme faisant problème, et constituant en réalité le premier problème de la linguistique. Donc, ce que Saussure aurait disons, problématisé et qui n'avait jamais été problématisé auparavant, c'est l'idée que les entités linguistiques elles-mêmes, la définition, la définition des entités pose problème, des entités linguistiques posent problème, on ne peut pas les accepter comme telles, on ne peut pas dire un mot, voilà, je reçois la notion de mot et je considère le mot comme un concept linguistique. C'est justement ce à quoi s'oppose Saussure, pour dire que les entités linguistiques doivent être constituées, parce qu'elles ne sont pas données d'avance, elles ne sont pas fixées par avance. Alors, je ne vais pas commenter plus longuement ce texte. Hein. Simplement, je reviens donc à ce que je disais sur les limites de l'arbitraire saussurien. Le point sur lequel je voulais insister, notamment à propos de la théorie de la valeur avec laquelle j'ai commencé ce cours, c'est d'insister sur la nouveauté de Saussure, sur ce que Saussure apporte de nouveau par rapport à cette théorisation du signe, et puis donc le fait qu'un certain nombre de saussuriens contemporains estiment que on ferait, dans une perspective saussurienne, on ne peut même pas parler, si vous voulez, de la relation entre signifiant et signifié. Ça n'a pas de sens du point de vue saussurien, puisque du point de vue saussurien, on ne peut parler que de la relation éventuellement entre le son et le signe, c'est-à-dire l'ensemble signifiant-signifié. Mais le lien signifiant-signifié n'est pas théorisable, c'est ça qu'on finit par comprendre dans cette perspective saussurienne. Il n'est même pas théorisable dans une perspective saussurienne. Et c'est cela que signifie, c'est une des conséquences, si vous voulez, de la notion d'arbitraire du signe. Bon. Alors, ces limites de l'arbitraire du signe. Bon, on a vu que déjà, il faut faire attention aux formulations dans le cours de linguistique générale, puisque chez Saussure, quand on regarde les écrits, quand on regarde les inédits, quand je dis les écrits, je veux dire les écrits de linguistique générale, quand on regarde un petit peu les travaux des saussuriens contemporains, j'ai pris l'exemple d'Anne-Gaëlle Toutain, mais il y a
d'autres chercheurs qui travaillent dans ce domaine et qui sont vraiment spécialistes de la pensée saussurienne. Donc il faut faire attention, disons, aux formulations qui sont dans le cours de linguistique générale, parce qu'elles ne reflètent pas forcément la pensée de Saussure, qui est parfois évidemment beaucoup plus subtile. Mais il n'empêche que le cours de linguistique générale a eu un impact dans l'histoire de la linguistique, puisque c'est cela que les générations structuralistes, etc., ont lu. Bref. Notamment donc la confusion entre signifié et référent qu'il y a dans cet exemple de Boeuf et Ox que j'ai commenté, cette différence ne peut pas être imputable à Saussure. Elle est dans le cours de linguistique générale, c'est sûr, mais il est impossible que Saussure ait commis une telle erreur. Et c'est une erreur dans le cours de linguistique générale. J'ai insisté aussi sur la relation entre l'arbitraire absolu et l'arbitraire relatif. J'y ai insisté du point de vue quantitatif, parce que très souvent, on ne fait pas, on n'établit pas de lien. Les chercheurs enfin disons, c'est pas les chercheurs, mais en tout cas dans le texte de Saussure, dans le cours de linguistique générale, le lien signifiant-signifié n'est pas le lien entre arbitraire absolu et arbitraire relatif n'est pas très clairement établi. Les deux principes se juxtaposent, mais j'y reviendrai la prochaine fois. Et puis donc, le rôle crucial de l'arbitraire relatif. Alors, je vois qu'il est déjà 15 heures, donc je vais bientôt m'arrêter. Ce que je vous propose pour la semaine prochaine, c'est que je vais simplement vous mettre en ligne un cours commenté. Enfin, je vais mettre en ligne un document sans faire... je ne vais pas faire chaque semaine un Zoom en direct, parce que je sais que c'est compliqué pour tout le monde. Donc, on va le faire une semaine sur deux. Et l'autre semaine, je mettrai en ligne un cours que j'enregistrerai, un cours préenregistré, qui sera donc mieux, enfin, disons, mieux calibré que ce qu'on fait là en direct. Et donc une semaine sur deux, on aura, je reviendrai sur ce cours, et puis vous pourrez poser des questions, etc. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, faites-moi un mail, j'en tiendrai compte et j'y répondrai donc dans le prochain cours. Voilà, mais si on a encore quelques minutes, si vous voulez intervenir avant qu'on se sépare. Monsieur, Oui, je voulais juste tirer la remarque faite sur le mot berger. ouais. Vous avez dit que vacher, genre, il est relatif à vache. Moi, je dis que berger, il est peut-être relatif à brebis. Oui, alors, il faudrait que je vérifie l'étymologie. C'est tout à fait... Hmm. Brebius en latin. C'est comme ça. Ouais, ouais. Mais Mais après, bien sûr, vous avez raison, sauf que, si vous voulez, du point de vue de la formation du mot, on ne reconnaît pas tout de suite, même si étymologiquement, votre remarque est tout à fait juste, un français contemporain ne va pas ne va faire le pas lien être immédiatement entre berger et brebis. Alors qu'entre vache et vacher, il est immédiat le lien. Vous voyez? On pense tout de suite à vache. Bon, voilà, c'est ça la différence. Merci. Très bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous dire au revoir. Et puis, donc, je vous retrouve en direct donc, par Zoom dans 15 jours. Et la semaine prochaine, je mets en ligne un cours, disons, enregistré. Voilà. Au revoir à tous. Merci de votre attention. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.